Alors, maintenant, on va passer aux différentes caractéristiques de ces statuts. Dans un premier temps, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a deux types vraiment, on va dire, de manière macro, si on peut dire. On a les entreprises privées et les Les entreprises entreprises publiques. publiques. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qu'est une entreprise publique et Bah, quelles sont les diversités? en fait, on voit bien déjà la différence entre le public et le privé. Le public va être donc géré par l'État, c'est des entreprises étatiques. Les grandes fonctions régaliennes, effectivement, que peuvent être l'éducation, mais aussi les hôpitaux, les armées. Et donc, du coup, ça va être géré d'une façon assez particulière, qui doit être gérée par le gouvernement, au fond. Donc, on comprend bien que ce ne sera pas du tout la même façon de fonctionner qu'une entreprise privée. Je sais pas, ça peut être le boulanger du coin, à la multinationale, dans l'absolu, mais c'est pas du tout la même façon de faire. Et donc c'est important de dissocier ces deux types d'entreprises-là, parce que quand on va être amené à travailler, suivant qu'on travaille avec une entreprise privée ou avec une entreprise publique, eh ben, ça ne sera pas du tout la même chose, et donc il faut bien comprendre au départ le distinguo entre ces entreprises publiques et ces entreprises privées. D'accord. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ça va être les entreprises privées, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on retrouve le plus dans nos métiers. Donc, on a deux types, on va dire, de Deux grosses groupes, entreprises. ouais, deux groupes d'entreprises. Oui, on a les entreprises donc plutôt individuelles finalement, et les entreprises Les sociétés. sociétés, Ouais. enfin les sociétés effectivement. Donc quelles sont Bah, finalement pour un faire petit simple, peu les différences entre... on a quasiment déjà tout dit dans le titre. Entreprise individuelle. Individuelle. Une personne, en fait. Donc, du coup, et il y en a d'ailleurs de plus en plus. Sur un cours précédent, Michael, je me souviens, tu parlais que les entreprises faisaient souvent appel à des intervenants extérieurs, justement, pour ces questions de compétences très ciblées à des moments donnés. Et effectivement, on a de plus en plus de gens qui vont venir travailler de façon individuelle. Et donc, il y a tout un tas de sociétés là-dedans. On va les voir, hein, EURL, EIRL, les auto-entrepreneurs, etc., les TNS. Mais du coup, c'est vrai un penchant de plus en plus important dans le monde des entreprises, qui est la micro, la toute petite entreprise, en fait. Et donc, du coup, avec ces entreprises individuelles. Et puis, d'un autre côté, on a toutes les entreprises classiques, normales, telles que telles qu'on en comprend la plupart du temps, qui sont les sociétés. On va retrouver nos SA, nos SARL, etc. Donc du coup, ça va être intéressant de faire ce distinguo entre vraiment la toute petite entreprise, l'entreprise individuelle, et puis l'entreprise un peu plus grande où on sera dans une société. Donc effectivement, on va dire qu'on va caractériser ces sociétés en fonction de plusieurs choses. Dans un premier temps, la nature de Tout l'activité à de fait. l'entreprise, le volume de l'activité de Ouais, l'entreprise, parce que même si on parle d'artisans, enfin dans le bâtiment, petit artisan, mais on a les grosses sociétés comme Bouygues, c'est ça. Quand vous êtes tout comme seul, vous ne pouvez pas faire le même travail que quand ils sont 3000 de l'autre côté, quoi. effectivement, en fonction de l'investissement aussi qu'on va avoir à faire sur le matériel et sur l'outillage, et un petit peu du coup par rapport aux charges, effectivement une entreprise individuelle qui est dite plus petite va avoir Ouais, moins de tout à fait, charges, bien sûr. et par conséquent l'État va proposer aussi des statuts qui vont permettre des charges moins importantes pour des plus petites structures. Ouais, On passe du coup un petit peu aux entreprises individuelles. ouais. Comment elles sont caractérisées. Donc, elles ont des formes un peu plus souples, il me semble. Euh, C'est une des premières caractéristiques, effectivement, c'est la souplesse dans l'entreprise individuelle. Du coup, c'est que, vu qu'elle est composée que d'une seule personne, juridiquement parlant, et ben effectivement, on se rend bien compte de la flexibilité, de la souplesse de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut faire là-dedans. Donc, du coup, il y a trois formes principales en fait d'activité. Vous avez une activité donc commerciale, bien évidemment. Quand vous êtes un indépendant, il faut vendre vos produits ou vos services. Donc, vous avez une activité commerciale qui doit être importante et qui doit être forte. Et c'est d'ailleurs une difficulté pour un certain nombre d'artisans qui ont un savoir-faire qui peut être très intéressant. Tu parlais du bâtiment, tu avais raison, mais qui parfois ont du mal à commercialiser leurs produits ou leurs services. Mais du coup, c'est donc une activité forte pour celui qui est en individuel. Il y a cette activité artisanale, très souvent, donc de la fabrication, de la conception, de la réalisation, qui va être très forte chez les entrepreneurs indépendants et les entreprises individuelles. Et puis l'autre penchant qu'on connaît très bien aussi, c'est l'entreprise libérale, le côté libéral,
les infirmières libérales notamment, je pense à elles, où on a vraiment ce côté-là. On n'est pas sur la production d'un produit ou sur l'artisanat, la construction d'un mur, on est dans le bâtiment, mais effectivement un service par exemple dans la santé. Effectivement, en plus elles sont quand même, c'est comme des sociétés dites commerciales, donc par conséquent elles sont aussi enregistrées au registre justement de commerce et des sociétés. Donc justement en termes d'immatriculation, ça veut dire que ces sociétés-là vont avoir un certain nombre d'immatriculations à faire. Et finalement aussi des responsabilités. Donc quelles vont être un petit peu les responsabilités du chef d'entreprise ? C'est tout là où le choix du statut va être très important. Et ça vraiment, j'attire votre attention là-dessus, c'est quel statut choisir par rapport à quelle responsabilité au fond choisir. Parce que la responsabilité du chef d'entreprise quand vous êtes sur une EURL par exemple, va être complètement engagée sur vos biens, ça peut être y compris sur vos biens personnels, et donc du coup il faut faire attention. Et c'est pour ça que de plus en plus en fait, aujourd'hui, et tu le disais, l'État met à la disposition en fait des entreprises individuelles un tas de statuts pour qu'il y ait moins de responsabilités engagées et qu'on puisse sortir plus facilement de ces entreprises, même quand on est indépendant, quand on est tout seul à travailler. Donc du coup le choix du statut juridique quand on est dans une entreprise individuelle est vraiment très très important. À mon sens, il y a beaucoup, de plus en plus, on va dire, d'auto-entrepreneurs, de TS comme ça, plutôt que de URL dans l'absolu, parce que justement, la responsabilité est tout simplement pas la même. Au fond, le travail qu'on aura à faire, ou l'activité qu'on aura, sera complètement pareil, mais la responsabilité ne sera pas la même juridiquement parlant, et ça a une vraie différence, quoi. Oui, effectivement, le chef d'entreprise d'une EIRL est limité un petit peu et porte tous ses biens propres. C'est juste. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux de ce côté-là, et qu'effectivement il faut peut-être mieux passer sur des secteurs plutôt dits auto-entrepreneurs qui sont beaucoup plus sécurisés. Donc ce sont quand même des fonctions qui sont affiliées de manière sociale comme pour les dirigeants de TNS, donc finalement ils sont affiliés au RSI, à l'URSSAF, etc. Mais ça, je vous laisse voir de manière détaillée dans la description de ce cours-là. Mais c'est important de le préciser, Michael, parce que dans le sens où, quand on est indépendant, on va quand même cotiser, on va quand même payer des impôts, on va aussi se payer une retraite quand on est indépendant. Et donc, du coup, comme n'importe quel autre, j'ai envie de dire, comme si vous étiez dans une autre entreprise, vous avez la possibilité de ça. Et peut-être vous n'allez pas le faire tout de suite, mais vous pourrez y venir. Il y a toute cette possibilité, ces options au fond qui existent pour que vous puissiez être affilié à l'URSSAF, au RSI, etc.